Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Si je vous dis BTP, hôtellerie, restauration ou encore métallurgie, vous devinez le thème de cette émission. Nous allons parler très clairement de l'emploi, alors que notre département compte toujours 17 000 demandeurs d'emploi de la catégorie A. Ça pose question. Où en est-on aujourd'hui précisément sur le marché de l'emploi? Quels sont encore et toujours les freins à faire sauter concernant tant les employeurs que les travailleurs? Quels sont les dispositifs porteurs? Les chômeurs longue durée sont-ils condamnés à le rester? Élément de réponse à toutes ces questions avec vous, Alain Imbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'agence Pôle emploi de Saint-Dié-des-Vosges. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Stéphane Viry, bonjour. Bonjour. Le député de la circonscription d'Épinal, député LR et conseiller départemental. Merci d'être avec nous. Et enfin Bertrand Malherbe, bonjour. Vous êtes le directeur du pôle formation UIMM de Thaon-les-Vosges, UIMM Lorraine de Thaon-les-Vosges, UIMM l'Union des industries des métiers de la métallurgie. Merci. Voilà. Et pour ce qui est de Thaon, on parle aussi, on l'a toujours en tête, le fameux CFAI, un centre de formation des apprentis de l'industrie. Mais aujourd'hui, on parle du pôle formation UIMM. Alain Imbert, petite photographie, si vous voulez bien, dans un premier temps, de tout simplement voilà, le marché de l'emploi sur notre département. Je l'ai dit en introduction, 17 000 demandeurs d'emploi là, maintenant, tout de suite sur notre département. 17 000 demandeurs de l'emploi de la catégorie A, c'est-à-dire ? Tout à fait. Donc, si on parle de la catégorie A, donc c'est les gens qui sont immédiatement disponibles, donc qui sont sans activité actuellement. Donc, c'est un chiffre, par contre, pour le coup, qui est en baisse dans les Vosges. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, une forte baisse sur la dernière année, parce qu'il y a eu l'effet du confinement l'année dernière qui a fait exploser la demande d'emploi, ont été donc passés à des chiffres nettement supérieurs. Mais si on regarde, si on peut comparer ça à l'année 2019, qui est l'année référence, on a une baisse de 6% de la demande d'emploi en catégorie A. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Baisse de 6%. 6%, oui, tout à fait. Oui. Si on compare par contre un petit peu le territoire vosgien au reste de la région, du Grand Est, par contre, on a quand même des faiblesses. On a notamment une part de demande d'emploi qui est moins formée que dans le Grand Est. On est à peu près 4 points en dessous des chiffres de la région. On a également une part des demandes d'emploi seniors qui est plus importante, 3% à peu près de plus. On a une part aussi des chômeurs de longue durée qui est plus importante. Donc, qui dit chômeur, on dirait effectivement les gens qui s'installent un peu malheureusement dans le chômage et qui ont plus de mal à rebondir pour retrouver un emploi. Et on a également une part des bénéficiaires des minima sociaux, donc RSA ou l'allocation de solidarité qui est plus importante dans le Grand Est, et une part aussi des demandes d'emploi qui sont reconnues de travailleurs handicapés qui est plus importante. Quid des jeunes de moins de 25 ans? On sait aussi que pendant de nombreuses années, ça a été un vrai problème. Tout à fait. Alors les jeunes, pour le coup, la baisse est encore plus forte. Elle est de 8% sur les 2 dernières années. Après, il y a également le plan Un jeune, une solution qui a été mis en œuvre avec des dispositifs d'aide et d'accompagnement des jeunes qui a permis aussi de freiner un peu l'impact sur le chômage des jeunes là, en 2020-2021 avec la crise sanitaire. Catégorie A, c'est 17 000. Si on prend les autres catégories, c'est-à-dire ceux qui ont eu une activité partielle les mois précédents, on arrive à combien? Donc on peut doubler les chiffres, les 17 000. Donc on a 34 000 personnes donc à fin juin dans les Vosges. Ok. Stéphane Viry, très succinctement, 17 000 demandeurs d'emploi maintenant sur notre département. En quelques mots, ça vous inspire quoi, cette photographie globale sur notre département? Ça m'inspire toujours un sentiment d'échec et un défi pour tous, que ce soit Pôle emploi, des organismes de formation, des entreprises, des élus à l'évidence. Pour moi, la question du travail dans ce pays reste la question majeure. Toute la cohésion du pays, toute l'unité du pays, toute la richesse du pays repose sur la mise à l'emploi d'hommes et de femmes dans les Vosges comme ailleurs. C'est un des sujets sur lesquels j'essaie d'être aussi actif que possible dans mes travaux parlementaires, dans les Vosges, bien sûr, mais aussi à l'Assemblée nationale. Donc ce que ça m'inspire, c'est que l'équation, elle reste là et que manifestement, il faut encore être imaginatif, créatif et déterminé comme jamais sur ce sujet-là. On ne peut pas admettre que des hommes et des femmes restent durablement éloignés du monde du travail. On a quelques 50 minutes pour se détailler, pour présenter, pour expliciter éventuellement les quelques dispositifs qui marchent et qu'il faut évidemment agrémenter de façon beaucoup plus importante. Bertrand Malherbe, voilà, 17 000 demandeurs d'emploi, l'industrie évidemment en fait partie, énormément de besoins, des grosses entreprises, citons Latran à Golbey et à Charmes, citons Michelin à Golbey également, les entreprises de la construction bois, je n'ai pas le détail, mais grosso modo, toutes cherchent du monde, de 5 postes à 10, à 15, à 20 par exemple, pour ce qui est de Weissrock, charpente bois dans les Hauts-de-Vosges. 17 000 demandeurs d'emploi, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Alors nous, au niveau de l'industrie, comme tous les secteurs, aujourd'hui, on est confronté effectivement à une pénurie de main-d'œuvre. Après, pas forcément pour les mêmes raisons. Nous, ça ne se situe pas forcément au niveau de la rémunération et des problèmes de conditions de travail. Nous, aujourd'hui, c'est plus au niveau d'un déficit d'image, donc on en reparlera, je pense, tout à l'heure. Mais au niveau de l'industrie est un secteur très présent sur le département vosgien, est un secteur très attractif, donc on doit faire en sorte, il doit rester attractif, et donc on doit faire en sorte que aujourd'hui, les demandeurs d'emploi aient des dispositifs, et on a un panel important de dispositifs de formation à destination des demandeurs d'emploi, à destination des candidats à l'apprentissage ou aux salariés d'entreprise, parce que ça c'est notre vocation en tant qu'organisme de formation, de répondre à des demandes à n'importe quel moment de l'année. Aujourd'hui, on est en mesure de répondre et de trouver une solution, que ce soit dans le cadre d'une prépa apprentissage, d'un apprentissage, d'une formation de demandeur d'emploi. On peut jouer sur les deux temps, une formation courte, des formations longues. En clair, la réponse compétence aujourd'hui, qui est le défi numéro 1 à l'heure actuelle, parce qu'effectivement, on constate une reprise des marchés, une reprise de l'activité. Aujourd'hui, clairement, on est là pour répondre sur ce problématique de compétences. Et c'est le défi numéro 1, ça devrait être le défi numéro 1 des élections présidentielles. Stéphane Viry, effectivement, c'est d'autant plus frustrant qu'on est à la sortie d'une crise sanitaire qui a fait du mal, évidemment, mais l'activité derrière, elle est en train littéralement d'exploser. Et donc les demandes et les marchés sont là. Oui, c'est une émission de société qui nous rassemble ce soir et c'est un sujet de société. Je rejoins bien volontiers ce qui a été dit. Pour moi, ça doit être un des sujets majeurs du débat pré-présidentiel du printemps prochain. Quelle vision avons-nous? Quelle place pour le travail? Comment faire 17 000 demandeurs d'emploi, 34 000 si on rajoute effectivement toutes les catégories, et d'un autre côté des entreprises qui quasiment toutes, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le lieu géographique, quelle que soit la taille, artisanat par artisanat, ont des offres d'emploi, ont des besoins de main-d'œuvre. Donc manifestement un système qui dysfonctionne, qui ne marche plus au préjudice des entreprises qui ne peuvent pas produire, qui ne peuvent pas honorer leurs commandes, qui ne peuvent pas être dans une logique de croissance, au préjudice d'hommes et de femmes qui sont éloignés de la vie, parce que lorsqu'on est demandeur d'emploi, on est quand même déconnecté d'un certain nombre de citoyennetés, et au préjudice de la France en général. Donc cette question d'une France qui produit, d'une France qui travaille, doit à mon avis être fondamentalement revue dans ses mécanismes premiers. Si la solution était simple, si globalement c'était quelque chose de temporaire, de conjoncturel, voilà 30 ans, me semble-t-il, qu'on aurait répondu à un certain nombre de défis et de difficultés. La droite, la gauche, Macron, tout le monde a essayé d'entreprendre le sujet. Il y a effectivement des dispositifs qui peuvent être mis en place. Il y a de la souplesse accordée, il y a la volonté de faire, mais on ne réussit pas dans la masse à remettre des hommes et des femmes en situation de travail. On ne réussit pas à donner aux entreprises les ressources humaines dont elles ont besoin. Donc moi, je considère effectivement que le logiciel doit être cassé pour être refondé. C'est un débat de société, c'est une émission de société que vous proposez qui, à mon avis, est très, très juste, très pertinente dans son sujet. Merci beaucoup Stéphane Viry. Alain Habert, Pôle emploi. Alors, quand on parle de l'emploi, quand on parle des demandeurs d'emploi, quand on parle de la recherche d'emploi, on pense tout de suite à Pôle emploi. Mais vous n'êtes, j'ai envie de dire, pardonnez-moi aujourd'hui, plus qu'un des nombreux acteurs. Alors certes le plus important, parce que derrière, évidemment, c'est la structure qui indemnise les demandeurs d'emploi avec les allocations chômage. On n'aura pas l'occasion, je pense, de parler de la réforme parce que ça mériterait beaucoup plus de temps. Mais grosso modo, voilà, ce système, est-ce que... Alors vous êtes dedans, mais est-ce que je peux me permettre de vous demander si effectivement vous le sentez être arrivé à bout ou pas? Alors, je ne dirais pas qu'il est arrivé à bout, parce qu'effectivement, on se réinterroge systématiquement, on évolue aussi, notre offre de service évolue régulièrement et s'adapte aussi au marché du travail. Par contre, ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans les Vosges, je pense que c'est bien acté, c'est le travail en partenariat. Avec les collectivités, avec les élus, les centres de formation. Vous évoquez qu'on n'était pas les seuls, effectivement, si on pense par exemple aux entreprises de travail temporaire, on travaille également avec ces structures. Voilà, il y a tout un partenariat qui s'est mis en place, il faut qu'on avance tous ensemble. Seul, de toute façon, on n'y ira pas très clairement, donc il faut qu'on implique les entreprises aussi, ça c'est important, parce qu'il faut qu'elles soient présentes, il faut qu'elles donnent envie, il faut qu'elles s'impliquent fortement dans la démarche. À qui est-ce de faire le job ?
Est-ce à des structures comme les vôtres? Est-ce à des professionnels également, je parle du privé pour ce qui est des agents d'intérim? Est-ce aux interprofessions? Voilà, on a le sentiment, je pense que le grand public a aussi le sentiment qu'il y a peut-être un petit peu trop d'organismes qui s'occupent de l'emploi. Est-ce que c'est une problématique que vous avez en tête? Après, franchement, non. Je pense effectivement que chaque acteur a son importance, sur différents secteurs. On travaille aussi avec les branches professionnelles. Ils ont aussi une connaissance effectivement de leur filière, donc c'est important de travailler avec elles. J'ai parlé du BTP, j'ai parlé de l'hôtellerie-restauration, j'ai parlé de la métallurgie. Il y a évidemment d'autres secteurs, on va les citer. Il y a la santé qui recrute. Il y a l'industrie, le transport, le commerce, tout simplement, le petit commerce, même le petit commerce. Exactement. Donc l'idée, c'est vraiment fédérer tous les acteurs. Il faut qu'on travaille tous dans le même sens. Il faut qu'on avance ensemble. Donc il n'y a pas de concurrence. Je pense qu'il y a... Et éviter les corporatismes par rapport à ça. Aujourd'hui, nous, au niveau de l'UMM, on signe des conventions avec le Pôle emploi Grand Est pour qu'il y ait le maximum d'actions, d'initiatives localement qui puissent voir le jour au niveau. Et l'objectif final, c'est le retour à l'emploi par le biais, effectivement, de formation en ce qui nous concerne. Mais voilà, c'est éviter les corporatismes. Aujourd'hui, on est là pour travailler tous ensemble et les acteurs, notamment sur le territoire bourgognien, fonctionnent ensemble, que ce soit branche professionnelle, État, syndicats et entreprises. L'entreprise doit être au cœur, l'entreprise a une responsabilité aussi à jouer à ce niveau-là. Vous m'avez parlé en préparation de cette émission d'arrêter avec la macroéconomie et de voir plutôt la microéconomie, c'est-à-dire l'économie locale, d'agir localement au plus près des entreprises, au plus près des gens qui habitent autour des entreprises. Effectivement, nous sommes centre de formation. Notre rôle, c'est de mettre en œuvre des formations, mais d'anticiper des besoins. Et aujourd'hui, le centre, au niveau du pôle formation UMM Lorraine, on a 2 centres présents sur le territoire vosgien, au plus près des territoires. Et l'objectif, c'est savoir, pardon, Thaon-les-Vosges. Thaon-les-Vosges, pardon. Et Saint-Dié avec une construction d'un nouveau centre. Donc vous voyez, on y croit, on investit. Alors dites-moi si je me trompe, pardon, mais Saint-Dié, c'est ça plus orienté plasturgie, parce qu'évidemment... Alors non, productique, usinage, production également, maintenance, mais on ne se refuse rien. Justement, on a cette volonté de travailler avec les acteurs du territoire et d'adapter notre offre de formation en fonction des territoires. Et quand je parlais effectivement d'initiatives locales, l'objectif c'est de construire avec des entreprises localement, comme FIFCRIO, comme Tran, comme Eger, et j'en oublie, comme Moustache Bike, pour construire des parcours de formation pour, à l'issue, avec un emploi à la clé. Des parcours de formation qui peuvent être plus courts, des parcours, notamment on travaille de plus en plus sur des formations en titre professionnel. On va se le détailler dans quelques instants. Stéphane Viry, par rapport à, est-ce qu'il y a une spécificité vosgienne de l'emploi, vous qui travaillez avec des collègues, des confrères à l'Assemblée nationale, Non, je crois que les chiffres ont été indiqués. On est un peu moins bon en matière d'emploi des seniors, on est un peu moins bon en matière des chômeurs de longue durée. On a des publics, des allocataires du RSA qui sont véritablement décrochés, donc les chiffres ont été donnés. Donc on connaît ces sujets. Moi, ce sont des sujets sur lesquels, depuis 4 ans en tant que député, j'ai accompli des missions au niveau national. J'ai accompli une mission sur Pôle emploi au niveau de son utilité et son efficacité au niveau national. Je viens de déposer un rapport sur l'emploi des seniors, je préfère dire travailleurs expérimentés. On a beaucoup parlé des chômeurs de longue durée. Moi, mon constat par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que probablement qu'on s'éparpille un peu à force de vouloir trop bien faire et à force de laisser chacun apporter une réponse. Moi, je trouve ça très bien que des associations, je l'ai été, créateurs de Face Vosges, etc., cherchent les uns les autres à apporter des pierres à l'édifice, à trouver des solutions. Je trouve que ça soit créatif, qu'on essaye tous d'apporter, c'est très bien. Il faut faire toutefois attention à ce qu'il n'y ait pas une forme de déperdition, de cannibalisme entre tous les dispositifs qui peuvent exister. Et puis tout ça, c'est aussi énormément de moyens humains et financiers. Je pense qu'il faut effectivement poser un objectif, en tout cas un raisonnement, un point de départ. Le point de départ, c'est les besoins de l'économie. C'est quoi notre économie locale? Quelles sont nos entreprises? Et à partir de là, donnons-leur les ressources humaines dont elles ont besoin pour travailler, pour produire, avec des exigences de formation, le cas échéant. Et ensuite, tous les opérateurs de l'emploi, Pôle emploi en première ligne, les agences d'intérim, les structures de formation, se mettent au diapason pour servir l'économie.
Si on ne raisonne pas comme ça, à mon avis, on fait fausse route. Se mettre au diapason, ça veut dire passer par un guichet unique? C'est pas forcément ça, mais vous parlez tout à l'heure de filières, on va peut-être y revenir, filière de l'hôtellerie, filière de l'industrie, filière de la forêt. Probablement que les branches professionnelles devraient davantage être en première ligne pour mieux définir leurs besoins. Il existe des moments de concertation, des services publics de l'emploi. Bon, parfois, pour y participer, je ne désigne pas ces organisations. Parfois, c'est quand même un peu bureaucratique, un peu lourd, et en termes d'efficacité, ça mérite probablement d'être revu. Et la révision, me semble-t-il, doit être d'une part, ne jamais oublier que tout ça doit être fait au service de l'économie, premièrement, et deuxièmement, ça doit se faire effectivement avec beaucoup de souplesse, beaucoup d'adaptabilité. Ça ne peut pas être décrété par le national. Qu'au niveau de l'État, il y ait des orientations pour Pôle emploi, qu'il y ait des choses, mais à l'évidence, l'offre de service de Pôle emploi Vosges ne peut pas être l'offre de service de Pôle emploi dans les Hauts-de-Seine. Il faut effectivement laisser les bassins d'emploi, me semble-t-il, s'organiser, se structurer par cette recherche d'efficience. Ici, dans les Vosges, on a probablement, et Bertrand le disait, par rapport à des très belles entreprises qui font la fierté industrielle de notre territoire, on a probablement des besoins d'emploi et des entreprises qui cherchent, et les réponses pour leur fournir la main-d'œuvre, ce n'est pas des réponses qui vont être marketées par une solution nationale. Alors, il y a une facilité de s'adapter, mais à mon avis, encore pas suffisamment. Donc, ne jamais oublier que ce qui compte, c'est l'économie locale, c'est les entreprises, et chercher en tant que possible de laisser de la liberté, de la création pour que les territoires s'organisent au mieux de leur potentiel et de leurs besoins. Travailler en bassin d'emploi, bon, vous le faites déjà évidemment à Pôle emploi, Alain Imbert, je rappelle le directeur de Saint-Dié-des-Vosges. D'ailleurs, le bassin de Saint-Dié n'est plus, petite satisfaction, le bassin de Saint-Dié n'est plus le bassin le plus sinistré en termes d'emploi de la région Grand Est depuis quelque temps. Forbach nous est passé devant, et c'est très bien comme ça. Tout à fait, oui. Ce travail en bassin d'emploi, ce travail vraiment hyper localisé, comment l'améliorer, comment le performer? Alors, je pense que ça vient d'être évoqué. Effectivement, il faut qu'on fasse du sur-mesure. En fait, pour les entreprises, donc on travaille énormément avec la région aussi, qui est le premier financeur de la formation, et pour adapter effectivement les formations et les parcours aux besoins des entreprises. On l'a fait avec différentes entreprises qui s'implantent sur Saint-Dié. Saint-Dié, effectivement, est un bassin de transition. On a beaucoup de belles implantations. On a Orest, un joaillier qui est en train d'arriver de s'implanter sur Saint-Dié. Combien d'emplois à terme? 200 emplois? Normalement, oui, à terme, 200 emplois sont évoqués. Ce ne sera pas tout de suite. Non, pas tout de suite, mais voilà, il y a quand même des perspectives, donc c'est très, très intéressante. Il y a également Vesroc, on l'a évoqué tout à l'heure, et aussi des perspectives d'embauche derrière. Et là, à chaque fois, on a fait du sur-mesure avec la région par rapport à des demandes d'emploi identifiées. Et ça nous permet derrière de répondre aux besoins des entreprises et derrière, surtout aussi, de placer nos demandeurs d'emploi et leur trouver une solution pérenne. Les images derrière vous, c'est Weber Industries, ou plutôt WM88, pardon, fabricant de cuisine et de salle de bain en kit, qui s'est sacrément développé en développant notamment, en installant il y a 2-3 ans un énorme entrepôt de stockage pour répondre à la commande entre guillemets directe sur Internet et une livraison le plus rapidement possible. Le numérique, effectivement, c'est aussi un sacré vecteur de développement, je veux dire, d'emplois quelque part un peu qui peuvent être un peu n'importe où. Alors, on va dire que les recrutements sont moins massifs dans ce domaine-là, mais effectivement, on en a aussi avec notamment une entreprise. Et il y a toute la logistique qui va derrière. Exactement. Une entreprise qui s'est implantée dans le domaine-là sur Saint-Dié également, InnovaWeb. Donc, on développe également avec eux des solutions de recrutement. Voilà, donc c'est également un domaine qui recrute. Quelques mots sur le parcours performance, qui est un des parcours, un des dispositifs que vous initiez, que vous mettez en place à Pôle emploi. Parcours performance, quel est-il et quelle efficience ça a? Racontez-nous. Alors sur le parcours performance, c'était d'accompagner notamment les demandeurs d'emploi et notamment ceux qui sont les chômeurs de longue durée, d'essayer de les accompagner, de les remobiliser, de leur proposer effectivement des parcours de remobilisation, des parcours de formation adaptés à leurs besoins. On l'évoquait tout à l'heure, c'est vrai que les chômeurs de longue durée, ils s'éloignent de plus en plus de l'emploi. Donc d'abord, il faut aller effectivement les remobiliser avant de les orienter soit vers la formation, soit vers l'emploi. Donc on met ça en place et on essaie de trouver des solutions adaptées par rapport à... Alors remobiliser
Remobiliser, ça veut dire quoi, remobiliser? Alors remobiliser, on essaie de les remobiliser. C'est déjà le réapprendre les codes de l'entreprise. Voilà, déjà, effectivement, le matin, être ponctuel, être présent à l'heure, et ensuite derrière s'adapter aussi aux besoins des entreprises, parce que derrière, il y a des codes à respecter dans les entreprises. Chaque entreprise a ses propres règlements, et donc aussi de les redynamiser par rapport à ça, de leur expliquer comment ça fonctionne. Stéphane Viry, d'ailleurs, vous travaillez sur cette thématique du chômage longue durée. Oui. Un petit mot sur le dispositif, l'expérimentation, qui doit ne plus en être une depuis le temps, mais c'est territoire zéro chômeur longue durée. Territoire zéro chômeur longue durée. Alors, je vais en dire un mot, mais je voudrais quand même rebondir sur le sujet qui est évoqué, parce que pour moi, il est capital. On parle effectivement de faire venir des nouvelles entreprises. L'implantation, c'est le rôle d'élu de favoriser tout cela. Très bien, et on y contribue tous avec les fonctions qui sont les nôtres. Mais déjà, pensons aux entreprises qui sont là, qui cherchent déjà des salariés. Et si d'aventure on réussissait à pourvoir toutes les offres d'emploi qui existent, le nombre de demandeurs d'emploi dans les Vosges baisserait. Le problème, il est où? Le problème, il est dans la capacité à tenir ces emplois. Donc la question, le mot a été dit, de formation. Et de compétence. C'est-à-dire de la compétence A. Question importante, est-ce que globalement notre système de formation professionnelle en France, formation continue ou formation initiale, est pertinent? Est-ce que globalement ça fonctionne? Pas assez, alors que ça brasse beaucoup d'argent. Pour moi, c'est un des enjeux du prochain quinquennat, à l'évidence. Là, s'il y a quelque chose à casser et à refaire, c'est bien ce sujet-là. Et à ce sujet, évidemment, si je peux me permettre, on pense en premier rang, en premier chef, évidemment, à l'apprentissage. On sait qu'on est en retard sur notre département, partout en France. Même si ça progresse. Il y a eu un virage culturel pris pour l'apprentissage depuis quelques temps. Ça avait été amorcé sous le précédent quinquennat. Ce quinquennat, effectivement, a conduit effectivement la lignée pour que, globalement, l'apprentissage ne devienne pas quelque chose de secondaire, mais que l'alternance en général soit quelque chose d'assez captif. Et globalement, le virage est en train d'être pris. Il y a beaucoup d'incitations, ça a été dit. Voilà, on avait fracassé l'apprentissage pour des raisons dogmatiques en France dans les années 80, parce qu'il avait été pensé que 80% d'une classe d'âge devait aller chercher le bac, et que globalement, il fallait que l'éducation nationale conserve tous les jeunes pour en faire des bacheliers. C'est comme ça que la France trouverait de la croissance, de la vigueur, du rayonnement. C'était une connerie, faut-il le reconnaître. Désormais, le dogme est en train d'être quelque peu vacillé. Et je pense qu'on est en train, effectivement, de remettre le sujet sur des bons rails. Exemple, illustration de tout ce qu'on vient de dire, si vous voulez bien, on prend la direction du lycée hôtelier de Gérardmer qui a ouvert pour la première fois, lycée hôtelier qui a ouvert pour la première fois un CAP de boulanger-pâtissier. On regarde cet extrait, un reportage de septembre dernier réalisé par Louise Amouda et Hélène Bas. C'est vrai que c'est dur au jour d'aujourd'hui de trouver du personnel, faut pas lâcher, on a un des plus beaux métiers, je pense, en France, donc voilà, faut persister. Un discours encourageant pour une profession en danger. Ce jeudi avait lieu la remise des prix du concours de la meilleure baguette tradition au lycée hôtelier de Gérardmer. L'établissement ouvre cette année une nouvelle section en apprentissage pour répondre à une forte demande. Il manque 9000 boulangers-pâtissiers en France. Ah oui, on le ressent exactement dans les Vosges. Moi qui suis sur le secteur de Saint-Dié, je suis aussi en recherche de salariés et d'apprentis. Il y a des changements de mentalité, il y a des changements aussi sur la pénibilité sur le travail. Encore réduire les heures de nuit, qu'on avait déjà énormément réduit, mais on pense encore les réduire un peu plus. Et il y a aussi l'histoire du travail du week-end qui commence à poser un problème aussi dans notre profession. Mission du lycée, attirer des jeunes. Un CAP existe déjà à Épinal. Ici, 2 classes de 12 élèves sont prévues, une en boulangerie et l'autre en pâtisserie. Donc on a senti le besoin de la part des professionnels que Gérardmer propose également un CAP pour les élèves aussi peut-être qui ne se sentent pas d'aller jusqu'au bac pro. Ouais, n'aie pas peur de soulever ton pain en même temps. Voilà. J'ai choisi ce métier parce que mon père il faisait pâtisserie avant et je me suis dit tiens je vais m'y mettre aussi parce que j'aime bien faire des gâteaux, etc. Au début je voulais partir en apprentissage mais c'est tôt je trouve 15 ans pour partir en apprentissage. Du coup, j'ai voulu venir pour déjà apprendre tout ce qui est base et tout ça. Puis après, je partirai sûrement en apprentissage pour aller vraiment en entreprise et avoir le rythme. À la sortie du lycée, ces jeunes travailleront en moyenne 39 heures par semaine pour plus de 1 800 € net par mois.
Voilà, le métier de boulanger-pâtissier désormais enseigné, appris, formé aussi au lycée hôtelier de Gérardmer. On peut citer le lycée hôtelier aussi de Contrexéville et puis le pôle métier évidemment d'Épinal, rattaché à la chambre des métiers. Pardon, j'étais en train de chercher où on sait que constamment il y a des postes qui sont à pourvoir, des sièges à occuper dans les salles de formation, dans les labos de formation et donc dans les entreprises aussi. Pardon, Stéphane Viry. Oh là, ça a été évoqué par le premier interlocuteur. Il y a aussi, on est dans cette période où la notion de travail, la notion d'effort du travail a considérablement évolué. On est dans un basculement, on a l'impression. Oui, pour moi, en tout cas, c'est l'analyse qui est la mienne, pardon. Et on peut avoir des points de divergence sur ce sujet. Je l'ai dit et j'insiste parce que c'est essentiel, c'est la compétence et la formation. Si les gens ne sont pas prêts à remplir et à pourvoir au poste proposé par les entreprises, ça ne peut pas matcher. La deuxième chose, et faut-il le dire avec beaucoup de force, avec beaucoup de lucidité, c'est la valeur travail. C'est le fait de considérer que travailler fait partie d'un devoir. D'ailleurs, c'est le préambule de la Constitution qui le dit. Chacun a le devoir de travailler. C'est une règle qui doit nous emporter tous. Et probablement qu'au fil du temps, on a admis que ne pas bosser pouvait être un art de vivre, pouvait être toléré, pouvait être, comment dirais-je, admis par la solidarité nationale. On a donc laissé baisser cette culture du travail, ce qui fait qu'actuellement, pour certains, ça reste compliqué d'imaginer d'une trajectoire de vie avec une contrainte professionnelle. On n'y arrivera pas en France si on ne travaille pas plus. Je ne suis pas forcément d'accord toujours avec ce que peut dire le président de la République, mais lorsqu'il y a 48 heures, il a annoncé un plan en 2030, il a dit que concrètement, il fallait que la France travaille plus. Il a raison. La France, elle doit retrouver une compétitivité au niveau international pour récupérer des parts de marché. La France, elle doit dégager de l'argent pour payer sa dette. Ça ne pourra se faire que par du travail, que par de la production de valeur. Donc on n'a pas d'autre choix que de remettre la France au travail et d'inciter celles et ceux qui en sont éloignés, et ben, à les remettre, vous avez parlé de parcours, à les remettre dans un chemin vers le travail. Et pour celles et ceux qui n'ont pas forcément la volonté de s'inscrire dans ce registre, et ben, globalement, peut-être qu'on en tire un certain nombre de conséquences. Alors, il y a eu des conséquences, je l'ai évoqué tout à l'heure évidemment, il y a eu cette réforme de l'allocation chômage, on ne va pas revenir dessus, c'est un peu compliqué, mais très succinctement, Alain Bert, dites-nous le pourcentage de, allez on va dire, utiliser le grand mot, de profiteurs du système, il est important mais il n'est pas si important, donc ça, heureusement. Non, après, je ne vais pas utiliser votre terme de profiteur, mais effectivement, on est, alors au niveau national, on estime ça à peu près à 14-15% des demandes d'emploi effectivement qui ont été sanctionnés pour manque de recherche d'emploi. Donc voilà, donc c'est un chiffre qui reste raisonnable, mais certes, important. Important, mais ce qu'évoquait M. Viry aussi, c'est la relation au travail qui a évolué effectivement, et on l'a notamment constaté aussi par rapport à la crise sanitaire, des comportements qui ont évolué, des demandes aussi de gens qui veulent se réorienter, quoi. Donc c'est vrai que la relation au travail vraiment a été aussi percutée par rapport à la crise sanitaire. Pour ce qui est entre guillemets de la qualité de vie en dehors du travail, on l'a entendu là dans l'extrait du reportage, des aménagements faits par les secteurs les métiers de bouche et puis l'hôtellerie-restauration avec effectivement, voilà, pourquoi pas donner statutairement un week-end par mois off aux salariés, ça peut changer un petit peu la donne et améliorer un petit peu l'attractivité de ces métiers. On revient sur l'industrie si vous voulez bien, Bertrand Malherbe, chez vous, à Taon, vous avez 150 apprentis. Alors, quand on dit apprentis, il y a les apprentis et il y a les apprenants. Grosso modo, aujourd'hui, en fait, on ne fait plus trop la différence entre les apprentis et les adultes. Ce sont des apprenants à qui il faut trouver un job, tout simplement. C'est ça. En fait, chez nous, on accueille tout public, donc qu'il ait 15 ans ou sorti de 3e ou en reconversion. On forme les demandeurs d'emploi, on forme les apprentis, on forme les salariés. Donc toutes les personnes qui ont besoin de renfort de compétences et les entreprises qui recherchent de nouvelles compétences peuvent trouver une solution au sein du pôle formation. Et en fait, dans un chiffre pour évoquer, dans votre cœur de métier, donc la métallurgie lourde, l'image traditionnelle chaudronnerie, etc., qu'on a de la métallurgie, aujourd'hui, vous avez 50 postes qui sont non pourvus sur notre département. 50 postes, tous les niveaux, du CAP au diplôme d'ingénieur.
que ce soit dans les domaines, je ne vais pas vous citer tous les domaines parce qu'ils seraient trop importants, mais on a notamment dans le domaine du travail du métal, le domaine de la maintenance, le domaine de la production. Aujourd'hui, toutes les semaines, des entreprises nous contactent pour recruter des apprentis ou recruter par le biais de formation de demandeurs d'emploi. Donc à nous, en tant que structure de formation, de nous adapter aussi pour répondre rapidement à cette demande-là, qui est une reprise de l'activité économique. Donc là, on doit répondre par le biais de formation de demandeurs d'emploi, donc sur des formations courtes qui peuvent durer 6 mois, 9 mois, avec une qualification à l'issue de la formation et surtout un emploi. Avec une qualification sur une formation de 6 mois. Donc avec des qualifications qui sont des certificats de qualification de la métallurgie ou des formations titres professionnels. Alors voilà, justement, ça c'est important aussi. On parle de qualification, on parle de diplôme, de formation, mais il n'y a pas que ça. C'est pas non plus la panacée, c'est pas non plus le Graal à atteindre, puisque vous proposez depuis maintenant 2-3 ans, me semble-t-il, ces titres professionnels. C'est quoi un titre professionnel? Alors les titres professionnels, à comparaison au diplôme de l'éducation nationale, on est sur des titres du ministère du Travail, donc avec des formations qui sont pratiquement à 100% sur du technique. Donc là, on vient sur des titres professionnels, on parlait tout à l'heure des métiers de chaudronnier ou des métiers de soudeur, tous ces métiers-là, dans les domaines de la maintenance, de la production, il y a autant de titres professionnels que de métiers. Donc à nous, avec l'entreprise, je reviens sur ce principe-là, en construction avec l'entreprise, pour trouver la formation sur mesure qui correspond aux besoins de l'entreprise. Quand on monte des formations avec FIFCRIO pour des titres professionnels dans le domaine de la chaudronnerie, pour former des soudeurs avec des CQPM donc en finalité, pour travailler dans le domaine de la production avec des entreprises, qu'elles soient de la métallurgie comme Moustache Bike ou des entreprises de l'agroalimentaire. Ou des entreprises textiles, évidemment. Ou des entreprises textiles. Embauche à tour de bras. Voilà, donc tour de bras. Il y a des postes qui sont à pouvoir avec des compétences spécifiques. Oui, et aujourd'hui, je reviens par rapport à la thématique du jour, par rapport à la pénurie de candidats. On a quand même, il faut le dire, davantage de candidats à l'apprentissage. Donc sur le département vosgien, tout secteur confondu, c'est plus 30% d'apprentis. Donc effectivement, on est loin. Pour une même classe d'âge en Allemagne, on a 7 fois plus d'apprentis. On en est encore loin de cette réalité-là. 7 fois plus d'apprentis en Allemagne pour la même classe d'âge. Pour la même classe d'âge. Mais aujourd'hui, il y a quand même une nette progression. Effectivement, on en a parlé, Stéphane qui en a parlé tout à l'heure, par rapport à des aides, des incitations. Mais ça ne fait pas tout. Aujourd'hui, c'est l'entreprise qui est là, qui a un besoin de compétences. Et nous, on est en mesure de travailler avec eux pour voir quelle formation c'est par anticipation par rapport à l'emploi. Cette étape de formation, qu'elle soit courte ou qu'elle soit longue, on est en tout cas en mesure, et notre ADN, nous, dans la métallurgie, effectivement, on a l'apprentrisage dans notre ADN, ça c'est évident. Alors, j'ai envie de dire, ça marche assez facilement avec les grosses entreprises qu'on a déjà citées, la Tran, FIFCRIO, etc. C'est un peu plus compliqué avec les petites structures, parce que j'ai envie de dire, les chefs d'entreprise, on a le sentiment qu'ils sont tellement la tête dans le guidon qu'ils se retrouvent, ils n'attendent pas, mais voilà, ils se retrouvent au pied du mur avec un problème de poste à pourvoir et personne suffisamment qualifié pour l'occuper. Oui, mais aujourd'hui, en fait, là, il y a une responsabilité de l'employeur, qu'elle soit petite ou grande entreprise. Ça va se situer, aujourd'hui, la concurrence, elle va se situer à quel niveau? Aujourd'hui, il y a une reprise de l'activité. L'entreprise qui va gagner le marché, c'est l'entreprise qui va avoir les compétences. Donc là, il faut aussi, du côté de l'entreprise, revoir aussi notre façon de recruter. On parlait tout à l'heure de méthodes de recrutement par simulation avec lesquelles nous, on a travaillé avec Pôle emploi pour l'entreprise de Vesrock. Ça a bien fonctionné. Petit aparté, en 2 mots, ce recrutement... Oh là recrutement par simulation, apprentissage par simulation. Tout à fait. Donc c'est une méthode en fait qui fait fi du CV, du diplôme, etc. Donc là aussi, il faut des employeurs comme Vesrock d'ailleurs, il faut qui jouent le jeu, qui aient une certaine ouverture d'esprit. Charpente, structure bois à Saint-Maurice. Tout à fait, exactement. Et derrière, donc en fait, il y a les tests qui sont effectués, un étalonnage qui est fait par rapport à une entreprise. En fait, les candidats, on leur demande d'effectuer les mêmes gestes que les salariés en poste. Donc on va quantifier ça et en fonction des résultats des
des demandes d'emploi qui ont passé ces tests, ensuite on les présente à l'employeur qui s'engage à les recevoir en entretien et il va donc retenir les candidats qui ont déjà réussi les tests et derrière avec qui effectivement il y a une affinité qui se crée et donc il s'engage aussi à les embaucher derrière. Ou alors leur proposer un parcours de formation, comme ça a été le cas effectivement qu'on a travaillé. On est vraiment sur du matériel-matériel. Là, tout à fait, là c'est pragmatique. Voilà, c'est vraiment très pragmatique, on s'adapte effectivement aux besoins de l'entreprise et notamment sur mon bassin j'ai une entreprise phare, les papeteries Clairefontaine, qui l'utilisent énormément. Voilà, les papeteries Clairefontaine, ils sont combien aujourd'hui? Près de 600 salariés. Oui. Un mot sur, on a parlé de l'apprentissage, vous proposez notamment depuis peu aussi donc au pôle formation UIMM de Thaon-les-Vosges des prépas apprentissage. Racontez-nous ça, quelques mots. Là, depuis 3 ans maintenant, d'ailleurs on est porteur au niveau national, on est pilote au niveau national de ces dispositifs pour l'industrie et on forme effectivement des personnes les plus jeunes qui veulent découvrir l'apprentissage en quelques mois, découvrir l'ensemble des filières de l'industrie et donc c'est aussi des stages en entreprise qui sont permis aux jeunes voilà, dans le cadre de cette prépa apprentissage. En fait, c'est de découvrir, c'est en amont d'un contrat d'apprentissage, avant de signer un contrat d'apprentissage, pour être sûr de son orientation. Parce que nous, notre frein principal, je le disais tout à l'heure, par rapport au déficit d'image, plus que de l'orientation, mais à un moment donné, pour pouvoir s'orienter, il faut savoir vers quel métier et comment, qu'est-ce qui est de mieux que de faire une immersion dans une entreprise, de faire un stage dans une entreprise, de faire une immersion. On a développé chez nous aussi des immersions sur une journée pour découvrir les métiers de l'industrie très rapidement, de savoir ce que c'est que la productique, les métiers du travail du métal, les métiers de la maintenance, les métiers de la production, pour qu'on puisse se faire une idée et se dire, voilà, là aujourd'hui, je peux me lancer dans un dispositif de prépa apprentissage, je peux me lancer dans un dispositif de contrat d'apprentissage et on a même la possibilité d'accueillir des apprentis sans contrat. On a cette possibilité-là sur plusieurs mois qu'un apprenti vienne dans nos centres de formation pour pouvoir démarrer la formation et après signer un contrat. Donc en fait, si vous voulez, tous les indicateurs et tous les dispositifs sont faits pour que un apprenti puisse venir et découvrir et à n'importe quel moment de l'année. Stéphane Viry, on sent qu'il y a quelques verrous administratifs qui ont sauté ces dernières années. Oui. Mais ce n'est pas encore suffisant. Non, ceci étant, il faut apprécier à sa juste valeur ce que fait le pôle formation de l'UIMM Lorraine. Beaucoup de réactivité, une connexion totale avec les entreprises. C'est vraiment bien. Et c'est ça la méthode à décliner autant que possible avec Pôle emploi, avec tous les autres. C'est comme ça qu'on peut gagner. Mais moi, on n'a pas d'autre choix que de réussir parce que si on veut poser plus généralement une ambition industrielle pour notre département, la France veut se réindustrialiser. On veut faire revenir de la production industrielle ici. Il faut que les Vosges, on soit au rendez-vous de cela. On ne va pas laisser ces entreprises s'installer ailleurs. On a une histoire industrielle, on a une terre industrielle. Mettez-vous à la place d'un investisseur ou d'un porteur de projet. Il va s'intéresser pour savoir si déjà les emplois industriels sont pourvus. Actuellement, non, ils ne sont pas pourvus dans les Vosges parce qu'il y a des offres qui ne sont pas satisfaites. Si on veut véritablement avoir cette ambition de territoire à travers l'industrie, et j'y crois, il faut coûte que coûte qu'à bref délai, on réussisse déjà, quand je dis on, c'est nous, c'est vous, qu'on réussisse très rapidement à remettre des emplois là où les entreprises en ont besoin. Alors, vous parliez, pour revenir à la question, est-ce qu'il y a des verrous encore ? Je crois que les verrous, ils ne sont pas forcément de par la loi. Il y a beaucoup de souplesse, et d'ailleurs, le pôle formation, on sait les utiliser. Les verrous, ils sont peut-être encore un peu culturels. Ils sont peut-être encore dans des pratiques à l'ancienne. Bon, on a toujours fait comme ça, donc on recontinue à faire comme ça. On a l'habitude de se réunir de telle façon. Autant on a réussi culturellement à briser un certain nombre de mauvais tabous sur l'apprentissage, autant sur le recrutement, la mise en situation professionnelle, on doit là encore, me semble-t-il, culturellement, briser dans les temps à venir, immédiatement, d'autres mauvaises pratiques, d'autres mauvaises habitudes. Et avec comme fil conducteur, on n'a pas d'autre choix que de remettre la valeur travail, la question du travail, au cœur de notre réacteur sociétal. Alain Imbert, on le sent de plus en plus, effectivement, le critère motivation est de plus en plus important, pèse de plus en plus dans le choix
de l'employeur d'embaucher tel ou tel salarié. Il pèse, mais pèse-t-il encore suffisamment? Y a-t-il encore une marge de progression? C'est vraiment le premier critère des entreprises qui nous sollicitent. Ils veulent quelqu'un de motivé, effectivement. Ensuite, l'adaptation peut se faire au poste du travail, on peut former la personne. D'ailleurs, 3 demandes d'emploi sur 5 qui sortent de formation retrouvent un emploi à l'issue. Donc ça, il n'y a pas de sujet. Mais effectivement, d'abord, la motivation, l'envie d'aller au travail. Et ça, c'est un critère très important pour les chefs d'entreprise actuellement. Et dans tous les secteurs, d'ailleurs. L'envie d'aller au travail. Bertrand Malher, vous parliez tout à l'heure d'immersion. Je me permets de citer les coulisses du bâtiment, qui est l'opération un peu phare, évidemment, de la fédération du BTP, et notamment de la fédération du BTP et des Vosges. Et ça me permet aussi de citer, de donner cette info comme quoi le CFA, Centre de formation des apprentis d'Arches, donc qui est rattaché à l'interprofession BTP. Aujourd'hui, il y a une centaine de postes à pourvoir. Il y a une centaine de places, je répète, dans les salles de classe, dans les ateliers de formation et aussi, bien sûr, dans les entreprises. Il y a une centaine de postes à pourvoir, une centaine d'entreprises qui attendent des bras, tout simplement, attendre des bras. Stéphane Viry, cette valeur travail, elle passe par quoi? Elle passe par un monde du travail qui doit être un peu plus infusé au sein de l'éducation nationale dans la formation initiale. Oui. Elle passe par des interprofessions qui doivent un peu plus être mises en valeur. On a cité les métiers de bouche, l'hôtellerie-restauration qui posent souci, bien qu'il y ait des émissions de télé à foison à ce sujet. Un peu tout ça, mon capitaine. C'est tout d'abord effectivement que l'éducation nationale s'ouvre encore plus à l'économie, au monde du travail, aux entreprises. Moi, je considère que le stage de 3e d'observation, une semaine pendant toutes les 4 années du collège, c'est insuffisant. Si on veut effectivement que... Ils sont trop jeunes. Ils sont trop jeunes, sauf que souvent, il y a quand même déjà un problème d'accès à ces stages. Et puis, deuxièmement, tu vas dans un métier. Moi, je serais d'avis qu'on touche à plusieurs métiers pour très rapidement qu'on sente si on a ça en soi ou pas. Donc, manifestement, un effort d'ouverture, un effort de connexion, là encore, du système éducatif avec le monde de l'économie, oui. L'ouverture des branches, des filières, des métiers, oui, me semble-t-il que ça se fait. Encore faut-il peut-être ici et là le faire plus. Troisièmement, peut-être au niveau de l'assurance chômage. On ne va pas rentrer dans le détail, vous l'avez dit, mais probablement faut-il aller dans une véritable réflexion sur la façon dont la solidarité nationale doit s'exprimer à l'égard de celles et ceux qui n'ont pas de travail, qui leur apporte un revenu de remplacement. Sous quelle modalité cela doit-il se faire? On sent bien que vous appelez de vos voeux plus de contraintes. Mais M. Imbert le disait, un demandeur d'emploi qui part en formation a beaucoup plus de chances de trouver rapidement un travail. Actuellement, sauf erreur de ma part, un demandeur d'emploi qui vient de perdre son job, qui va s'inscrire à Pôle emploi, n'a pas l'obligation de rentrer en formation. C'est une faculté, selon... il n'a pas la faculté immédiatement, il n'a pas l'obligation 3-4 mois après. Moi, je m'interroge, est-ce qu'il ne faudrait pas, coûte que coûte, dès lors que tu viens de perdre ton boulot, ça prouve qu'il y a un problème d'obsolescence de compétences, ou ça prouve que peut-être faut-il t'adapter à des nouveaux métiers. Vous l'avez dit tout à l'heure, les métiers, ils sont digitaux, ils sont désormais technologiquement différents. Quand tu perds un boulot, tu n'es pas forcément apte à reprendre dedans. Si tu perds du temps avant d'être prêt à partir à chercher ces métiers, c'est du temps dans lequel tu t'éloignes et tu crées des freins à l'emploi pour retrouver un job, tu coûtes à la collectivité nationale, manifestement là, sans être trop coercitif, sans apporter des contraintes, me semble-t-il que la France doit apporter des réponses. Donc l'éducation nationale plus ouverte sur l'économie, oui. Les métiers, les entreprises plus ouvertes pour être un peu plus séductrices, oui. La collectivité nationale dans la façon d'accompagner les demandeurs d'emploi, oui. Et toujours, j'insiste, parce que c'est important, il y a des hommes et des femmes qui ont quand même des freins à l'emploi, des gens qui ont envie de bosser, qui ont la motivation d'y aller, mais qui, hélas, ont rencontré des difficultés de vie, des parcours qui les ont fragilisés. Il faut ne jamais les laisser tomber. Il faut trouver les accompagnements sociaux par rapport au permis de conduire, par rapport peut-être à des troubles addictifs qu'ils peuvent avoir, par rapport à des difficultés de comportement. Voilà, il y a énormément ce travail de regard social au sens prendre en charge
celles et ceux qui sont les plus vulnérables, sur lesquels la France doit encore rester excessivement vigilante. Vous avez cité le permis de conduire, Alain Imbert. La mobilité, évidemment, dans un territoire rural, c'est un frein encore et toujours, évidemment, à l'emploi, au plein emploi. C'est le titre de cette émission, un petit peu ambitieux, évidemment. Oui, tout à fait, ça reste un frein dans les Vosges, mais également sur mon bassin d'emploi, sur Saint-Dié. Quand je prends notamment l'exemple de l'Alsace, où il y a beaucoup moins de chômage, le taux de chômage est beaucoup plus bas, même pour aller en Alsace, c'est compliqué, des fois, pour un Déodassien. Donc c'est vrai que ça reste vraiment un frein au retour à l'emploi. Et ça passe par quoi, pardon, plus globalement? Ça passe par plus de transports en commun, plus de mise en relation, une implication plus importante de la part des entreprises, des entrepreneurs, pour aller chercher, entre guillemets, leurs salariés? Je ne sais pas. Alors bon, ça je pense que c'est peut-être un autre temps. Effectivement, on avait du ramassage, ça se fait quand même plus trop, quoi. Mais effectivement, les collectivités... Mais pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, c'est réfléchir. Mais après, des collectivités mettent effectivement en place des transports à la demande, etc. Il y a beaucoup de choses qui se font sur les différents territoires. Donc ça peut également être une réponse. Et nous également, on travaille également sur la mobilité avec certaines structures pour accompagner les demandes d'emploi. Parce qu'il n'y a pas que le permis ou la voiture. Il y a aussi d'autres solutions qui peuvent exister. Mais après, encore, il faut tenir en connaissance et puis les mobiliser, ces dispositifs-là. Allez, il nous reste quelques minutes et je voudrais revenir sur quelques éléments qu'on a évoqués pendant cette émission et qu'on n'a pas pris le temps de développer. Stéphane Viry, ces territoires zéro chômeur longue durée, on en a parlé en tout début d'émission. De quoi s'agit-il? Quelles ambitions et concrètement où on en est? Territoire zéro chômeur longue durée, c'est une possibilité créée par la loi de 2016 pour que 10 espaces en France, 10 territoires, aient la possibilité de faire deux choses. Un demandeur d'emploi qui perçoit de l'argent, il ne perçoit plus d'argent simplement pour attendre un retour à l'emploi, mais il crée une entreprise. Créer une entreprise. Il crée son entreprise parce que ça correspond à un besoin qui n'est pas pourvu par l'économie. Et donc, il s'installe. Et pour lui assurer un revenu d'entreprise, c'est l'indemnité de Pôle emploi qui lui permet de se lancer. Ça s'adresse davantage à celles et ceux qui sont effectivement en chômage de longue durée. Donc, expérimentation lancée pendant 5 ans dans 10 secteurs en France. Au terme de l'expérimentation, il y a un an, quid du renouvellement ou pas? Moi, j'étais de ceux qui considéraient que l'expérimentation avait été positive et qu'il fallait la reconduire et l'élargir. Ça a été une vraie bataille parlementaire gagnée avec laquelle désormais il y a la possibilité très rapidement qu'il y ait 50 territoires en France qui puissent mettre en place cette solution atypique. Stéphane Viry, pardon, mais créer son entreprise, ça demande des compétences. Oui. Managériales, administratives. Mais ce demandeur d'emploi, il est bien sûr accompagné, tutoré. Et vous savez, c'est souvent des activités qui tiennent de ce que l'on peut faire à titre individuel et personnel. Bricolage, jardinage, entretien. On revient sur l'ambition. Pas l'ambition, la motivation. On est dans de l'économie sociale et solidaire. Et globalement, pour leur assurer une pérennité économique, parce qu'une entreprise, il faut bien qu'elle trouve sa rentabilité, c'est le système de Pôle emploi qui leur permet de monter en puissance. D'accord ? Bon, il y a donc 50 territoires qui, désormais en France, vont pouvoir se lancer dans cette façon de remettre des gens en situation de travail. Y compris les Vosges ou certains bassins de population dans les Vosges ? Il y a effectivement le projet sur le bassin de vie de Taon jusqu'à Vincey, qui est un très bon projet. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a à peu près 200 territoires en France qui vont être candidats et qu'il n'y aura que 50 retenus. D'accord. Donc il faut que le dossier vosgien soit le plus intéressant, le plus captif, le plus solide possible. C'est une solution à laquelle je crois beaucoup et il y a un collectif très dynamique dans le département des Vosges pour nous permettre, je l'espère, d'être sélectionnés. Donc l'échéance ? Ce n'est pas la panacée territoire zéro chômeur longue durée, c'est quelque chose qui a été testé, qui fonctionne bien. L'échéance, c'est les mois prochains. Les premiers comités de sélection vont se réunir de mémoire en France le 20 novembre. Donc le dossier de Taon-les-Vosges-Vincey devrait être déposé début 2022 si on veut être dans la deuxième tranche de sélection. Affaire à suivre avec une efficience des résultats attendus à quelle échéance ? Très rapidement, parce qu'en fait, actuellement, il y a un collectif qui est mobilisé. Ce sont des demandeurs d'emploi qui sont dedans. Et dès lors que Taon serait labellisé, Taon rentrerait dans le cahier des charges. Tout ça pourrait être mis en place. Donc, c'est des hommes et des femmes qui pourraient donc ne plus être au chômage, mais être en situation d'activité. Affaire à suivre, actualité à suivre sur cette partie des Vosges centrales et de la vallée de la Moselle. Autre élément, et ce sera le dernier sur lequel je souhaiterais qu'on revienne, Bertrand Malherbe, l'image, tout simplement. L'image des métiers, j'ai parlé de l'hôtellerie-restauration tout à l'heure, le commerce, les métiers de bouche, la boucherie, le pôle des métiers cherche des bouchers à Épinal. Et vous, l'industrie, vous avez
cette image. Vous appelez de vos voeux une émission de télé sur les chaînes nationales qui cartonne autant que cartonne Top Chef et compagnie pour ce qui est de... Oui, parce qu'effectivement, on est dans une société où l'image a quand même beaucoup d'importance, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les grandes chaînes. Et effectivement, au niveau de l'industrie, on a non pas cette image forcément passéiste, mais plutôt un déficit d'image. On a du mal à se représenter les différents métiers sur lesquels nous proposons des métiers, des perspectives, de belles perspectives d'avenir. Parce que voilà, on a aussi cette fausse idée qu'on n'a pas la possibilité d'évoluer dans l'industrie, ce qui est complètement faux. On a des perspectives d'avenir, on peut commencer comme opérateur et être après gravir au fur et à mesure les échelons. Donc c'est donner de la perspective, donner du sens, et par ces expériences, émissions de télé, effectivement, nous on réalise au niveau des apprentis des différents concours, on participe aux Olympiades des métiers par exemple. Les Olympiades des métiers, comme d'autres CFA dans les Vosges, on est présent. Et ça consiste à faire un concours entre jeunes par rapport à des métiers spécifiques, des métiers, ça va être des métiers dans le bois, mais ça va être des métiers dans le métal, différents métiers, tous les métiers, et c'est un concours international. Et pourquoi pas, est-ce que vous le voyez aujourd'hui en reportage à la télévision? Alors pas sur les chaînes nationales, mais j'avoue que sur notre chaîne en tout cas, on essaie de suivre toujours les choses. Mais effectivement, voilà. On regarde l'intérêt et de la compétence et voilà, on est sur de l'emploi local non délocalisable, on est bien d'accord, ça pourrait être mieux. Voilà, donc effectivement aujourd'hui on a des émissions toutes les semaines, tous les soirs pour la promotion de certains métiers. Et nous on aimerait effectivement que la promotion des métiers industriels notamment se développe. Et on a développé des capsules notamment vidéo de vie ma vie d'apprentis dans nos différents centres de formation d'apprentis. Affaire à suivre. Bertrand Malherbe, pardon, je me permets de vous couper, on arrive au terme de cette émission. Alain Imbert, juste en 2 secondes, vous avez une date à annoncer pour la semaine prochaine, le 21 octobre? Tout à fait, on a donc 2 manifestations qui sont assez chères à M. Viry. Je sais que maintenant on va mixer sport et emploi, c'est très intéressant. Donc on a le stade de l'emploi mardi prochain à Épinal, et on a le match pour l'emploi, donc avec FAS et la communauté d'agglomération de Saint-Dié, donc jeudi prochain, le 21, à l'espace François Mitterrand. Donc le jeudi 21 et le mardi précédent, mardi 19. Merci beaucoup pour ces annonces. On s'arrête là, cette émission se termine déjà. Merci infiniment à tous les 3 de votre participation à cette émission. Et on a bien entendu qu'il y allait avoir dans les prochains mois plusieurs actus à suivre de près en ce qui concerne l'emploi. Merci à vous de votre attention. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission.